Bonjour, je suis Sélénie. Il fut un temps où ma sœur s'accrochait fermement à ma main, me suppliant de ne jamais la quitter. Des années plus tard, elle m'a poussé d'un hélicoptère, sa voix à peine audible alors qu'elle disait « Tu as toujours été un obstacle ». Mon mari a simplement regardé, les bras croisés, alors que je tombais pour qu'il puisse réclamer les 5 millions de dollars et ma société. Il croyait que j'avais péri ce jour-là, mais j'ai survécu. J'ai assisté à mes propres funérailles. Penses-tu qu'une telle trahison se termine vraiment un jour? Ou bien persiste-t-elle, cachée au sein de ceux en qui tu as le plus confiance? Dis-moi, aurais-tu pu endurer cela? Fais-moi savoir d'où tu me regardes, car cette histoire est loin d'être terminée. Le froid à Aspen ce matin-là semblait faire une promesse, comme s'il chuchotait que ce jour pourrait être différent. Debout près de l'hélicoptère, je regardais les flocons de neige se dissoudre sur ma veste, mon souffle visible dans l'air vif de la montagne, essayant de me convaincre que ce voyage était un nouveau départ, et non une autre tentative de réparer un mariage déjà en train de se défaire. Les mains de Rowan étaient fermes alors qu'il fixait le harnais autour de ma taille. Son sourire était le même qu'il réservait aux clients dans notre salle d'exposition, chaleureux, poli et bien rodé. « Joyeux anniversaire », dit-il, déposant un rapide baiser sur ma joue. J'ai essayé d'absorber sa chaleur, mais le vent était trop mordant. Mais c'était là aussi, son parfum couvrant l'odeur du pain alors qu'elle m'étreignait fermement. « Tu mérites cette journée, Sélénie », murmura-t-elle, ses mots chauds, bien que son regard se soit détourné trop rapidement alors qu'elle faisait un pas en arrière. Ses cheveux étaient impeccables, son rouge à lèvres d'un rouge profond qui rendait ses dents d'un blanc éclatant lorsqu'elle souriait pour la caméra qu'elle tenait déjà levée. Les pales commencèrent à tourner, coupant l'air, tirant sur les boucles que je n'avais pas pris la peine de coiffer ce matin-là. Je suis montée, me suis installée dans le siège et regardé Mess et Rowan alors qu'ils glissaient à côté de moi, leurs genoux se touchant, leur sourire dirigé partout sauf vers moi. Le pilote a fait un signe de pouce levé, et avec une secousse, nous avons décollé. Il y a quelque chose à voir le monde d'en haut qui me faisait toujours croire aux possibilités. Les arbres en dessous étaient saupoudrés de blanc, les rivières comme des fils d'argent tissés à travers eux. Je voulais croire que c'était un pas vers quelque chose de mieux. La main de Rowan a effleuré la mienne sur le siège, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que peut-être nous pouvions réparer ce qui était brisé. Mais Mess a jeté un regard par-dessus son épaule vers moi, et il n'y avait rien de chaleureux dans ses yeux. Je me suis détournée, me concentrant sur la vue, faisant semblant de ne pas avoir vu le calcul froid là-bas. L'hélicoptère a viré à gauche, nous offrant une vue imprenable sur les montagnes, et Mess a levé son téléphone, le tournant vers Rowan et moi. « Souris pour la famille, Sélénie », a-t-elle dit, sa voix brillante, trop brillante. Elle s'est penchée plus près, ajustant l'angle de la caméra, ses cheveux effleurant ma joue. J'ai essayé de sourire, mais le visage de Rowan était un masque, illisible, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Mon estomac s'est noué alors que je forçais les coins de ma bouche à se lever. Une performance creuse. Le bourdonnement du moteur était un battement régulier dans ma poitrine, masquant les battements de mon cœur alors que Mess se rapprochait, plus près qu'elle n'en avait besoin pour une photo. Son téléphone est tombé sur le côté, ses lèvres près de mon oreille. « Tu as toujours été un obstacle », a-t-elle chuchoté. Il a fallu une seconde pour que les mots s'enregistrent, une seconde pour traiter la froideur dans sa voix avant que sa main ne presse contre mon épaule. J'ai vu Rowan, les bras croisés, penché en arrière, son visage vide. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas sursauté. J'ai voulu crier, mais le vent l'a arraché de ma gorge alors que Mess me poussait et que le monde basculait violemment. J'ai vu son rouge à lèvres rouges se courber en un petit sourire satisfait alors que je tombais en arrière. Le blanc de la neige et du ciel m'a englouti alors que je dégringolais. Le rugissement du rotor s'est transformé en un thump, thump, thump sourd qui correspondait à la panique dans ma poitrine. L'air était vif contre ma peau, mes cheveux fouettant mon visage alors que je tombais. Le temps s'est fracturé. Un souvenir des mains de ma mère tressant mes cheveux avant mon premier jour d'école. La lueur de l'enseigne ouverte au magasin que j'avais construit de rien. La voix de Rowan me disant « Fais-moi confiance, Sélénie. Nous sommes dans cette aventure ensemble. » Confiance. Quel joli mensonge. Les branches se sont brouillées en dessous de moi, et l'instinct a hurlé plus fort que la peur. J'ai tendu la main, priant, espérant, griffant l'air jusqu'à ce que mes doigts raclent contre une branche épaisse. La douleur a explosé dans mon bras alors que je l'attrapais. La force a tordu mon épaule, quelque chose a craqué, chaud et vif. Mais j'ai arrêté de tomber. Je suis restée là, haletante, la douleur transperçant chaque souffle alors que le monde est finalement devenu silencieux,
à part le grattement de la neige tombant des branches au-dessus. L'hélicoptère avait disparu, n'était plus qu'un point dans le ciel maintenant, emportant les personnes qui avaient décidé que ma vie valait 5 millions de dollars. Je me suis tiré plus près du tronc, chaque mouvement une vague d'agonie, ma vision se brouillant alors que le sang coulait d'une coupure sur ma tempe. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait pas de place pour les larmes, seulement pour le souffle, seulement pour la survie. Alors, la neige a trempé mon jean, engourdissant la douleur dans mes jambes alors que je penchais la tête en arrière contre l'écorce rugueuse, fermant les yeux un instant, laissant le froid ramper sur moi comme une couverture. J'ai voulu dormir, laisser tout s'estomper, mais les mots sont sortis doux, crus, une promesse à personne d'autre qu'à moi-même. Pas aujourd'hui. J'ai fermé les yeux un instant, laissant le froid engourdir la douleur avant de réaliser que je devais bouger. Ce n'était pas du courage, pas vraiment, mais une petite voix obstinée me rappelant que rester là les laisserait gagner. La neige autour de moi était tachée de rose là où le sang avait imbibé, et je me suis forcée à faire l'inventaire. Le souffle formait des nuages dans l'air alors que je tirais de petites bouffées coupantes. Ma jambe droite était tordue, une décharge de douleur remontant chaque fois que j'essayais de bouger. Mon épaule pendait bas, inutile, mais toujours là. Mes doigts tremblaient alors que je les pressais contre le sol, cherchant quelque chose de solide à agripper, murmurant les mots que ma mère avait l'habitude de dire quand le monde se refermait. Tu n'as pas le droit d'abandonner, Sélénie. Lentement, centimètre par centimètre, je me suis poussée, le sol glacé mordant dans mes paumes. Le froid a brûlé les coupures sur mon visage, réveillant chaque nerf qui voulait s'éteindre. J'ai vu une branche tomber à portée de main, assez épaisse pour supporter mon poids. En roulant sur le côté, je l'ai tirée vers moi, ignorant les larmes qui brouillaient ma vision. Ce n'étaient pas des pleurs. C'était la douleur qui s'échappait. J'ai pressé la branche dans la neige, l'attestant, et je me suis forcée à me lever, appuyant mon poids dessus comme une béquille de fortune. L'os de mes jambes hurlait, mais j'ai serré les dents et bougé quand même. Un pas, puis un autre. Le monde était trop brillant, la neige reflétant la lumière du soleil qui semblait cruelle alors qu'elle brûlait mes yeux. Mais j'ai continué à avancer, me concentrant sur le son du craquement sous ma botte à chaque pas chancelant. Des heures ont passé, ou peut-être n'étaient-ce que des minutes. La douleur a tordu le temps jusqu'à ce que tout ce que je sache soit le pas suivant et le souffle suivant. Le vent coupait à travers ma veste, tranchant jusqu'à la sueur qui se refroidissait dans mon dos. Je me suis dit de continuer à avancer, que si je m'arrêtais, je ne me relèverais plus jamais. N'était-ce pas ce que Mess et Rowan attendaient? Une forme est apparue au loin, basse et à moitié avalée par la congère. Au début, j'ai pensé que c'était une hallucination, mais alors que je boitais plus près, elle s'est précisée en une petite cabane de rangée, les fenêtres couvertes de givre, le porche enseveli sous la neige. Je me suis traîné en avant, chaque souffle un grognement, jusqu'à ce que j'atteigne la porte, frappant dessus avec les dernières forces qui me restaient. Personne n'a répondu. J'ai vérifié la poignée et l'ai trouvée déverrouillée, la porte grinçant en s'ouvrant sur une bouffée d'air plus chaud à l'intérieur. La cabane sentait le vieux bois et la fumée rance, mais c'était un abri. Je me suis engouffrée à l'intérieur, la porte se refermant derrière moi, et je suis tombée à genoux, tremblante. Mes yeux ont balayé la pièce, trouvant un poêle à bois dans le coin, une pile de couvertures, et une vieille trousse de premier secours poussiéreuse sur une étagère. Je me suis traînée, tirant la trousse vers moi, sortant des bandages avec des mains tremblantes. Alors que j'enveloppais ma jambe et attachais une écharpe de fortune autour de mon épaule, des souvenirs ont surgi, chauds et vifs. Mess enfant, se blottissant contre moi pendant les orages, chuchotant. « Ne me quitte pas, Sélénie. Promets de ne pas me quitter », ses petits doigts agrippant les miens, ses yeux écarquillés de peur. Elle avait peur du tonnerre. Je la serrais dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai avalé la boule dans ma gorge, forçant mes mains à continuer de travailler. Cette même fille, qui me suppliait de rester, avait juste essayé de me jeter définitivement hors de son chemin. La piqûre de la trahison brûlait plus profondément que les blessures. Un grésillement a rompu le silence, et j'ai tourné la tête vers une vieille radio sur l'étagère, sa lumière rouge clignotant. Un sifflement statique. Puis une voix a coupé, rude et saccadée. Femme, présumée morte, corps non retrouvé, chute fatale présumée près de la crête. Mon nom a suivi, clair et lourd dans l'air vicié de la cabane. Il m'avait déjà déclaré partie, effacé aussi facilement qu'en rayant une ligne sur une page. Je me suis forcée à me lever, chancelante vers l'ancien téléphone à cadran sur le comptoir. L'écran a clignoté, montrant une application météo, le front froid se déplaçant sur Aspen. Une notification est apparue. Alerte bancaire.
Transaction en attente. Je connaissais ce numéro, la police dans laquelle nous avions payé depuis des années. Ils avaient déjà déposé la réclamation d'assurance. Rowan et Mess n'attendaient même pas que mon corps soit retrouvé. Un rire, sec et aigu, m'a échappé avant de se transformer en une toux qui a secoué mes côtes. Mes larmes se sont taries, laissant mes yeux douloureux et à vif. Ils pensent que je suis morte, ai-je chuchoté à la pièce vide, agrippant le bord du comptoir pour me stabiliser. Qu'ils le pensent. J'ai tiré un lourd manteau de rangée du porte-manteau près de la porte, l'odeur de pain et de vieille fumée m'enveloppant comme une armure. Mon esprit s'est éclairci, la peur remplacée par quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Je ne retournerai pas vers eux brisée et suppliante. Je retournerai prête. La voix de Vera m'est parvenue alors, claire comme si elle se tenait à côté de moi. Appelle-moi si le monde brûle, Sélénie. Vera, mon ancienne partenaire, qui savait se battre dans le genre de bataille qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais déchire tout le reste. J'avais besoin de la rejoindre, de trouver quelqu'un qui me croirait avant que Rowan et Mess ne puissent m'enterrer pour de bon. J'ai trouvé une paire de vieilles bottes de rangée près de la porte, raides mais utilisables. J'ai serré mes blessures plus fort, et enfoncé mes pieds dans les bottes, et enfilé le manteau, me préparant à ouvrir la porte à nouveau. Le froid m'a frappé comme une gifle. Mais je l'ai laissé faire, le laissant arracher la peur, ne laissant que le but. Le froid mordait mes joues alors que je sortais, la neige craquant sous les vieilles bottes de rangée, le vent grattant comme s'il avait quelque chose à prouver. J'ai gardé une main sur la béquille de fortune. L'autre pressée contre mes côtes où chaque souffle semblait me déchirer. Mais je bougeais pas à pas parce que m'arrêter n'était pas une option. J'aurais presque pu entendre la voix de ma mère comme elle le disait quand la vie était lourde. Tu ne peux pas abandonner, Sélénie. Je ne savais pas combien d'heures avaient passé alors que je boitais le long de la pente, le ciel passant du gris acier au violet contusionné de l'aube naissante. Le froid n'était plus aussi vif maintenant, plus comme une douleur constante qui me rappelait que j'étais toujours en vie, malgré tout ce qu'ils avaient fait pour s'assurer que je ne le sois pas. Chaque glissade sur la glace envoyait un éclair de douleur dans ma jambe, mais j'ai serré les dents et forcé mon poids à revenir sur la branche, marmonnant des promesses sous cape que je leur ferais payer. Les arbres se sont éclaircis, et devant moi j'ai vu la lueur d'une enseigne clignotante au-dessus d'un petit dîner en périphérie de la ville. Mon corps hurlait de s'effondrer, de se recroqueviller dans la neige, mais j'ai continué, me traînant à travers le parking jusqu'à ce que je pousse la porte. La clochette a tinté et les têtes se sont tournées. Un silence est tombé sur la pièce alors que les gens prenaient la mesure de mon apparence, mes cheveux emmêlés de sang gelé, mes vêtements déchirés, mon visage à vif à cause du vent et des larmes. Une jeune serveuse a fait un pas prudent vers moi, les yeux écarquillés. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement déplacée devant elle, m'effondrant dans une banquette d'angle, le siège en vinyle froid contre mon dos. Mon souffle venait par courtes bouffées saccadées alors que je balayais la pièce du regard, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour m'ancrer. Mes yeux se sont posés sur le téléphone payant près des toilettes, sa surface métallique rayée et cabossée par des années d'utilisation. C'était le genre d'endroit où les gens ne posaient pas de questions si vous deviez l'utiliser. J'ai plongé la main dans la poche du manteau de rangée et en ai sorti quelques pièces que j'avais trouvées, forçant mes doigts tremblants à les insérer. La tonalité était une bouée de sauvetage. J'ai composé le numéro de mémoire, appuyant mon front contre le mur alors qu'il sonnait. Vera. Ma voix était rauque quand elle a répondu. C'est moi. Il y a eu une pause, une inspiration nette. Sélénie. Mon Dieu. Ils ont dit que tu étais. Je sais ce qu'ils ont dit. Écoute-moi. J'ai besoin d'aide. D'une aide discrète. Je suis en route. Sa voix était stable, comme elle était toujours, et pendant un instant, j'ai pu respirer à nouveau. J'ai raccroché et me suis retourné juste au moment où la télévision accrochée dans le coin passait à un segment d'information locale. Les mots en bas de l'écran m'ont tordu l'estomac. La PDG locale Sélénie Thorne, disparue, présumée morte dans une tragédie d'hélicoptère. J'ai regardé, figé, alors que des images défilaient de Rowan debout à un pupitre, Mess à côté de lui, son visage enfoui dans son épaule alors qu'il passait un bras autour d'elle. Ils avaient l'air d'une famille en deuil, comme des victimes d'un cruel accident, et non les bourreaux qu'ils étaient vraiment. « Veuillez respecter notre vie privée pendant cette période difficile », a dit Rowan dans le microphone, sa voix se brisant d'une manière que j'avais autrefois crue sincère. Mess a levé la tête, du mascara coulant sur ses joues, tremblant alors qu'elle s'accrochait à lui. Derrière eux, le logo de ma société se dressait, fièrement. La société que j'avais construite avec des années de sueur pendant qu'il faisait semblant de me pleurer.
Un rire aigu m'a échappé, et un homme dans la banquette suivante m'a jeté un regard avant de détourner rapidement les yeux. J'ai enfoncé mes ongles dans ma paume, me recentrant. Qu'ils versent leurs larmes de crocodile pour les caméras. Qu'ils pensent avoir gagné. La clochette au-dessus de la porte a tinté à nouveau, et Vera est entrée, balayant le dîner du regard jusqu'à ce que ses yeux me trouvent. Elle a traversé la pièce rapidement, sa veste encore saupoudrée de neige, et s'est glissée dans la banquette en face de moi. « Mon Dieu, Sélénie !» a-t-elle dit en tendant la main, mais je me suis reculée, pas encore prête pour du réconfort. « J'ai besoin de voir les comptes, ai-je dit. » Elle a hoché la tête, sortant son ordinateur portable et se connectant au Wi-Fi du dîner avec une aisance rodée. Nous avons travaillé en silence, le bourdonnement des conversations autour de nous, un fond lointain au son des touches cliquant alors qu'elle accédait à la page des fonds d'urgence de la société. « Ils ont tout transféré », a-t-elle chuchoté, tournant l'écran vers moi. « Transféré sous ta signature, une note laissée derrière disant, en cas de disparition, les fonds assureront la continuité de la société. » Ma poitrine s'est serrée, mais pas à cause de la douleur. À cause de la réalisation de la manière dont ils avaient minutieusement planifié cela. Ils ne volaient pas seulement ma vie. Ils faisaient en sorte que cela ressemble à ce que je la leur avais donné volontairement. Vera a hésité. Il y a plus. Ils ont commencé des rumeurs, Sélénie. Les médias laissent entendre que tu étais instable avant l'accident. Ils te présentent comme paranoïaque, disant que tu parlais de personnes cherchant à t'atteindre. Ils préparent le terrain. Je me suis penchée en arrière, laissant la réalité s'installer, laissant la trahison brûler jusqu'à ce qu'elle devienne du carburant. Ils veulent que le monde croie que j'étais malade, que je me suis enfuie, peut-être même que j'ai mis fin à mes jours moi-même. Vera a fermé l'ordinateur portable, ses yeux durs. « Que veux-tu faire ?» J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils pensent avoir gagné. J'ai rencontré le regard de Vera, ferme et inébranlable. Nous allons tout reprendre. Et s'ils veulent des funérailles, je leur en donnerai dont ils ne se souviendront jamais. Je me tenais devant la maison funéraire, la robe noire de Vera collée à ma peau, l'air froid caressant mes bras nus comme pour me défier de reculer. J'ai ajusté l'encolure, fixant mon reflet dans la fenêtre assombrie, essayant de trouver la femme qu'ils pensaient avoir enterrée dans la neige. Mon souffle a embué le verre alors que je chuchotais. « Tu n'as pas le droit d'abandonner. » C'était l'après-midi. Le vent était vif, le ciel d'un bleu pâle qui faisait paraître le monde trop propre pour les mensonges qui attendaient à l'intérieur. J'ai pris une dernière inspiration et poussé la porte, entrant dans le parfum des lits et du Cologne bon marché. Un silence est tombé comme un verre brisé. Les conversations se sont interrompues en plein milieu. Les têtes se sont tournées, les caméras ont cliqué, des murmures ont parcouru les rangées de sièges alors que les gens se retournaient pour voir le fantôme qu'ils pensaient pleurer. Mess était en plein sanglot, son mouchoir figé à mi-chemin vers son visage, les yeux écarquillés et sans clignement. Rowan se tenait au pupitre, la bouche encore ouverte sur un mot qui n'est jamais venu. Un journaliste au fond a crié « Est-ce qu'elle ? Est-ce que c'est Sélénie Thorne ?» J'ai continué à marcher, les talons que Vera m'avait prêtés cliquant sur le sol carrelé, ferme et délibéré. Je suis passé devant le panneau près de l'entrée, mon portrait imprimé en noir et blanc, un ruban noir épinglé en travers du coin. Les mots en mémoire aimante sous mon nom m'ont fait faire une pause avant de lever les yeux vers Rowan. « Je vois que vous avez commencé sans moi, » ai-je dit, ma voix calme, laissant le silence engloutir la pièce à nouveau. Mon regard a balayé les visages. Voisins, membres du conseil, responsables locaux, tous réunis pour pleurer une mort qui n'était pas réelle. Rowan a cligné des yeux, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus travaillé, de plus public. Ses lèvres se sont courbées en un sourire forcé alors qu'il faisait un pas vers moi, les bras tendus. « Sélénie, merci mon Dieu, tu es vivante. Nous pensions que tu... » J'ai reculé, laissant ses bras pendre inutilement dans l'air. « Garde ça pour toi. » Des murmures ont à nouveau rempli la pièce, des chuchotements parcourant l'assemblée comme le vent dans les hautes herbes. Certaines personnes se sont levées, s'éloignant de moi comme si elles avaient peur que je ne m'effondre devant elles. D'autres me fixaient avec des yeux écarquillés, des téléphones levés pour capturer la scène qui se déroulait devant eux. Mess a bougé ensuite, faisant un pas en avant avec une main tremblante. Son visage était strié de nouvelles larmes. « Sélénie, nous avons pensé que tu t'étais enfuie. Tu as été sous tant de stress, tu te souviens ? Tu disais que des gens te surveillaient. Tu avais peur. » Sa voix s'est brisée, la note parfaite de préoccupation, mais ses yeux n'ont jamais rencontré les miens. J'ai senti quelque chose de net et de clair s'installer dans ma poitrine.
Tu peux raconter tes mensonges à eux, ai-je dit, gesticulant vers les caméras et les journalistes qui se rapprochaient. Mais tu ne peux plus me mentir. Un murmure a éclaté parmi les invités. Les journalistes se penchaient en avant, les microphones levés alors que les questions fusaient. Où étiez-vous? Est-il vrai que vous étiez instable avant l'accident? Que s'est-il passé là-haut dans la montagne? Les flashs des caméras scintillaient comme des éclairs, et l'air bourdonnait du murmure des chuchotements et des clics secs des obturateurs. La sécurité est intervenue, essayant de contenir le chaos alors que je me tenais au milieu de la tempête, immobile. La mâchoire de Rowan s'est crispée, mais il a gardé sa fausse préoccupation plaquée sur son visage, essayant de me guider loin de la foule. Sélénie, sortons d'ici. Tu as besoin d'aide. J'ai tiré mon bras en arrière, le regardant droit dans les yeux. La seule aide dont j'ai besoin est que tu enlèves tes mains de moi. Du coin de l'œil, j'ai vu Vera se faufiler à travers la foule, son visage calme, ses yeux perçants. Elle s'est approchée, pressant une petite clé USB dans ma paume, ses lèvres bougeant à peine alors qu'elle chuchotait. « Quand tu seras prête ?» J'ai fermé ma main autour, le poids de celle-ci m'ancrant dans le chaos. Les caméras cliquetaient toujours, les questions continuaient de fuser, mais tout ce que je pouvais entendre était la certitude tranquille dans mon esprit. S'ils voulaient des funérailles, je leur en donnerais une dont ils ne se souviendraient jamais. J'ai glissé la clé USB dans ma poche, sentant son petit poids alors que je quittais la maison funéraire. La voiture de Vera était garée un pâté de maison plus loin, et j'ai gardé la tête basse, ignorant les cris des journalistes et les flashs qui éclataient derrière moi. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que les portes de la voiture se ferment, le silence à l'intérieur formant un contraste frappant avec le chaos que nous avions laissé derrière nous. Nous avons roulé à travers la lumière déclinante, le ciel saignant dans la soirée, les réverbères s'allumant alors que nous passions sous eux. Je pouvais voir la tension dans les jointures de Vera sur le volant, mais elle ne m'a pas pressé de parler. Au lieu de cela, elle a simplement dit « Tu dois voir ce qu'il y a là-dessus ». Sa voix était basse, stable, comme elle était toujours lorsqu'elle gérait de mauvaises nouvelles. Dans son appartement, nous nous sommes assises à une petite table près de la fenêtre, la lueur de la ville pulsant comme un battement de cœur agité. Elle a apporté son ordinateur portable, le bourdonnement de celui-ci remplissant le silence alors qu'elle insérait la clé. J'ai regardé par la fenêtre un instant, observant les lumières se brouiller, le froid s'infiltrant même à travers la vitre. Mes mains étaient stables, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise. L'écran s'est animé avec des dossiers, des fichiers étiquetés avec des dates et des noms de code que je ne reconnaissais pas au début. Vera a cliqué à travers eux méthodiquement, ouvrant des relevés bancaires et des confirmations de transfert, chaque clic comme un clou enfoncé plus profondément. Mon nom était là, ma signature, ou ce qui y ressemblait, autorisant des transferts que je n'avais jamais vus. De l'argent siphonné dans des comptes cachés, déplacé sous des couches de fausses coquilles. Sélénie, regarde ça. La voix de Vera était brève, mais j'ai entendu la colère en dessous. Elle a ouvert une chaîne de courriels. Des messages entre Mess et Rowan. Ma sœur et mon mari planifiant le jour où ils me pousseraient hors du chemin, littéralement, et encaisseraient l'assurance qui venait avec mon nom. Elle est un passif maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser tout gâcher. Les mots de Rowan sur l'écran. J'ai eu l'impression d'être poussée à nouveau, cette fois sans le vent qui me passait sur le visage pour me distraire. Mon souffle s'est bloqué, mes mains ont tremblé, mais mon visage est resté froid. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, laissant la trahison se brûler dans ma mémoire. Ils avaient planifié tout cela. Ma voix était calme, mais les bords étaient assez tranchants pour couper à travers la pièce. Vera n'a pas répondu. Elle a simplement tendu la main vers son téléphone, composant le numéro de son ami avocat. « Nous pouvons geler vos comptes communs », a-t-elle dit après avoir accroché. « Commencez le processus pour reprendre le contrôle de l'entreprise avant qu'il ne draine tout. » Le lendemain matin, nous étions assis à 3 dans un bureau exigu d'un cabinet d'avocats en centre-ville, l'air vicié par la chaleur recyclée et la tension. Les papiers bruissaient, les mains de l'avocat bougeant rapidement alors qu'il sortait des dossiers, vérifiait des soldes, authentifiait des signatures. Ses yeux allaient et venaient entre Vera et moi, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Finalement, il s'est levé, son visage pâle. « Sélénie, je suis désolé. Ils ont déjà déposé des documents affirmant que tu es mentalement inapte. Ils ont agi vite. Tes comptes sont gelés sous une retenue de protection, et ils poussent pour prendre le contrôle de tes droits de vote dans l'entreprise. » Les murs semblaient se resserrer autour de moi. L'air était trop épais pour respirer. J'ai entendu l'écho de la voix de Mess, la sensation de sa main sur mon dos avant qu'elle ne me pousse.
Le regard vide de Rowan alors que je tombais. J'ai serré les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Ils savaient que je viendrais pour eux. J'ai chuchoté, plus pour moi-même que pour Vera ou l'avocat. Chaque instant s'est rejoué dans ma tête, chaque mensonge, chaque sourire froid, chaque murmure qui me disait de leur faire confiance. J'ai besoin d'une minute, ai-je dit, me levant et me dirigeant vers le couloir, trouvant les toilettes au bout. Le miroir au-dessus du lavabo était fissuré, une ligne dentelée traversant le reflet de mon visage. J'ai saisi les bords du lavabo, laissant le porcelaine froid me recentrer alors que les larmes brouillaient les bords de ma vision. Mais je les ai essuyées, laissant la colère dissiper le brouillard. Pas cette fois, ai-je murmuré à la femme dans le miroir, la femme qu'ils pensaient pouvoir briser, la femme qu'ils avaient laissée pour morte. Je suis retourné dans le bureau, rencontrant les yeux de Vera. Nous trouverons un autre moyen, lui ai-je dit, laissant l'acier dans ma voix s'installer dans la pièce. Ils me veulent faible. C'est ainsi qu'ils perdront. Alors que nous rassemblions nos affaires, nous préparant à partir, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, l'écran s'allumant avec un message d'un numéro inconnu. Je sais ce qu'ils ont fait. Rencontre-moi. J'ai fixé le message, le monde se rétrécissant à la lueur de l'écran, sachant que cela pouvait être un allié ou un piège. J'avais besoin de les affronter. J'ai croisé le regard de Vera avant de sortir de son appartement, le message brillant toujours sur mon téléphone. Je ne lui ai pas donné les détails, juste que je devais suivre cette piste. Elle voulait venir, mais j'ai secoué la tête, l'assurant que je l'appellerais si les choses tournaient mal. L'air froid mordait ma peau alors que je marchais les quelques pâtés de maison jusqu'au dîner, celui avec une enseigne au néon à moitié allumée, bourdonnant contre le calme de l'heure tardive. Glissant dans une banquette d'angle, j'ai gardé mon dos contre le mur, les yeux suivant chaque ombre qui passait devant les fenêtres embuées. L'odeur de café brûlé et de graisse s'accrochait à l'air, m'ancrant dans la réalité que je n'étais pas morte. Pas encore terminée. J'ai tracé le bord d'une tasse à café ébréchée devant moi, stabilisant ma respiration. La porte a tinté, et un homme dans une veste verte usée est entré, balayant la pièce du regard avant que ses yeux ne se posent sur moi. Il bougeait avec la prudence de quelqu'un qui avait été brûlé trop de fois, et alors qu'il s'approchait, j'ai remarqué une légère claudication dans sa démarche. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, retirant un bonnet tricoté pour révéler des cheveux en désordre et des yeux fatigués. « Je m'appelle Aaron », a-t-il dit, la voix basse, jetant un regard autour avant de se pencher en avant. « Je sais ce que Mess et ton mari t'ont fait. » Je n'ai pas cligné des yeux. « Comment ?» Il a soupiré, passant une main sur sa mâchoire. « Je travaillais pour Mess. En enfer, j'ai été assez stupide pour penser que je l'aimais. Elle m'a utilisé, m'a jeté quand elle n'avait plus besoin de moi. Mais avant de le faire, j'ai gardé des copies de certaines choses. Des choses qui la brûleraient jusqu'au sol si elle voyait un jour la lumière. Je l'ai étudiée, cherchant le mensonge. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? » Ses yeux se sont baissés vers la table, ses doigts picorant une fissure dans le formica. Parce que j'ai vu comment elle détruit les gens et s'en va en souriant. J'ai pensé que je pouvais l'ignorer, vivre avec ça. Mais quand j'ai vu ton visage aux infos, quand j'ai entendu ce qu'il disait de toi, je n'ai plus pu. Je ne lui faisais pas confiance. Mais je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais simplement le croire parce que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour renverser la vapeur. Il a sorti une petite clé de sa poche, la faisant glisser vers moi. Il y a une unité de stockage à 2 pâtés de maison d'ici. Tout est là-dedans. De faux dossiers médicaux, des formulaires d'assurance, même des emails entre elle et ton mari sur la façon dont il devait te gérer. Le mot gérer m'a fait serrer la clé plus fort que je ne l'avais voulu. Je l'ai glissée dans ma poche, les yeux toujours fixés sur lui. Pourquoi m'aider, Aaron? Tu sais de quoi elle est capable. Il a laissé échapper un rire creux. Oui, je le sais. Mais peut-être que j'en ai fini d'être un lâche. J'ai laissé de l'argent sur la table et me suis levé, sentant le poids de chaque regard dans le dîner sur moi alors que nous sortions dans le froid à nouveau. Vera nous a rejoints à un pâté de maison, sa voiture tournant au ralenti sous un réverbère, l'échappement brouillant l'air glacé. Nous n'avons pas beaucoup parlé alors que nous conduisions vers l'installation de stockage. Le bourdonnement des pneus sur le pavé mouillé le sol sont entre nous. À l'intérieur de l'unité, les lumières fluorescentes scintillaient alors que je tournais la clé, tirant la porte métallique ouverte avec un grincement. Des boîtes soigneusement empilées, étiquetées avec des dates et des noms qui me donnaient la nausée. L'écriture de Mess était partout, son écriture soignée me narguant depuis les étiquettes, des dossiers sur ma santé, de faux diagnostics,
ses plans pour me peindre comme instable afin de sécuriser le paiement. Le souffle de Vera s'est coupé alors qu'elle feuilletait l'un des dossiers. Sélénie, c'est assez pour les enterrer. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Mon téléphone a vibré, l'écran s'allumant avec une demande d'appel vidéo. C'était elle. J'ai accepté, tenant le téléphone à bout de bras alors que le visage de Mess remplissait l'écran, calme et posé d'une manière qui me faisait frissonner la peau. Eh bien, regarde-toi, a-t-elle murmuré, penchant la tête. Fouiner là où tu ne devrais pas. Tu sais où je suis? Ai-je demandé, ma voix stable même si mon boutonnait. Elle a souri, ses yeux froids et sans clignement. Bien sûr que je le sais. Tu penses avoir gagné quelque chose, Sélénie? Tu penses être maligne? Tu as toujours été si fragile. C'est adorable que tu penses pouvoir me combattre. Tu as essayé de me tuer. Son sourire n'a pas faibli. Attention à ce que tu dis. J'ai encore des amis bien placés. Et si tu penses même à rendre public quoi que ce soit de cela, a-t-elle dit en direction des boîtes derrière moi. Je m'assurerai que le monde voit chaque petit secret sale que tu as essayé de garder caché. Penses-tu vraiment qu'ils prendraient ton parti une fois qu'ils sauront tout? L'appel s'est terminé avant que je ne puisse répondre, me laissant fixer mon reflet dans l'écran noir. Le froid de l'unité s'est infiltré dans mes os alors que la peur s'installait, mais je me suis forcé à respirer, à réfléchir. De retour dans la voiture, j'ai senti le poids de tout cela m'écraser alors que je fixais à travers le pare-brise dans l'obscurité. La voix de Mess résonnait dans ma tête. Le souvenir d'elle me poussant, l'air me passant devant, le froid, la trahison. Elle contrôle toujours tout. J'ai chuchoté, mes mains tremblant alors que je les pressais contre mes yeux. Vera s'est penchée, agrippant fermement ma main. Elle a peur, Sélénie. C'est pour cela qu'elle contre-attaque. Elle sait que tu es vivante, et elle sait que tu viens pour elle. J'ai laissé échapper un souffle tremblant, essuyant les larmes de mes joues, laissant la colère brûler la peur. Je me suis tournée vers Vera, ma voix calme. Alors laisse-la avoir peur. C'est mon tour maintenant. Nous avons conduit jusqu'à chez Vera, les boîtes verrouillées dans le coffre, le silence entre nous n'étant plus lourd, mais chargé, vivant de détermination. Alors que nous nous garions, j'ai jeté un regard en arrière vers la clé de l'unité de stockage dans ma main. Puis vers Vera, j'ai besoin de rouvrir ce casier, ai-je dit, la voix calme mais certaine. Il y a un dossier là-dedans qui me libérera ou détruira tout ce qu'il me reste. Je suis sorti de la voiture de Vera, serrant le dossier contre ma poitrine, l'air froid de Denver me fouettant le visage comme un rappel que j'étais toujours en vie, toujours en train de me battre. La neige craquait sous mes bottes alors que je me dirigeais vers le bâtiment du palais de justice. Chaque souffle un nuage qui se dissolvait dans la lumière du matin. C'était le moment. Plus de cachette. Plus de me laisser pousser par des gens qui pensaient pouvoir décider quand j'étais digne d'être gardée en vie. À l'intérieur, le couloir sentait le café rassis et les produits de nettoyage. Vera marchait à côté de moi, sa main effleurant la mienne un instant avant de me lâcher, me laissant prendre les devants. Nous sommes passés à travers la sécurité, le gardien me jetant un regard curieux alors que je posais le dossier sur le tapis roulant. J'ai rencontré son regard sans ciller. Dans une salle de conférence privée près du palais de justice, ils attendaient. Mess était assise avec sa posture parfaite, ses cheveux tirés en arrière, feignant l'inquiétude. Mon mari était là aussi, feignant le chagrin si bien que j'ai presque cru en lui, mais l'éclair rapide de peur dans ses yeux quand il m'a vu m'a envoyé un frisson dans l'échine. Il y avait quelques autres personnes, son avocat, une amie de la famille qui avait toujours cru le pire de moi, et une autre femme qui vérifiait son téléphone comme si elle voulait être ailleurs. J'ai fermé la porte derrière moi, le clic assez fort pour faire tourner toutes les têtes dans la pièce. Je n'ai pas pris la peine de m'asseoir. J'ai laissé le dossier tomber sur la table, le son net dans le silence. Sélénie, mon mari a commencé, se levant comme s'il allait m'embrasser comme si nous étions dans un film de retrouvailles. J'ai levé une main. Ne fais pas ça. Sa bouche s'est ouverte et fermée, et il s'est rassis, ses yeux se tournant vers Mess, qui était devenu pâle avant que ses lèvres ne se courbent en ce sourire condescendant familier. Eh bien, a-t-elle dit en joignant les mains, regardez qui a décidé de se montrer. Nous étions si inquiets pour toi. Je l'ai ignoré, ouvrant le dossier et étalant les documents sur la table. Des pages de mails, de transferts bancaires, de réclamations d'assurance, et des copies de faux dossiers médicaux. Leur crime en noir et blanc, indéniable. C'est ce que vous avez fait, ai-je dit, ma voix calme, même si mon boutonnait. C'est qui vous êtes. Mess a ri, le son creux. Sélénie, vraiment, c'est embarrassant. Tu as toujours eu ces épisodes.
Nous avons essayé de t'aider, mais tu ne nous laisses pas faire, n'est-ce pas? Elle a jeté un regard autour de la pièce comme si elle cherchait de l'approbation. Elle est instable, a-t-elle dit aux autres, sa voix teintée de pitié. Elle a toujours été instable. Je l'ai regardée droit dans les yeux, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle détourne enfin le regard. Tu as chuchoté. Tu as toujours été un obstacle avant de me pousser hors de cet hélicoptère. Tu ne pensais pas que je vivrais pour te le redire en face, n'est-ce pas? L'air semblait avoir disparu de la pièce. Même mon mari ne voulait pas me regarder maintenant, fixant la table, ses mains serrées en poing. Tu n'as pas de preuve de quoi que ce soit. Mess a craqué, sa contenance se fissurant. Dehors, Vera et Aaron travaillaient, et je le savais. Je pouvais le sentir à la façon dont mon téléphone vibrait dans ma poche. Message après message illuminant l'écran. Pendant que Mess continuait de parler, Vera postait des parties d'épreuves en ligne, taguant les stations de nouvelles locales, les groupes communautaires, et chaque personne qui avait jamais cru aux mensonges de Mess. Tes mensonges ne fonctionneront plus, ai-je dit calmement. Le téléphone de Mess a vibré. Puis encore et encore. Elle a regardé vers le bas, ses yeux s'élargissant alors qu'elle faisait défiler, son visage se vidant de sa couleur. La pièce s'est remplie du carillon doux des notifications. Un téléphone après l'autre s'allumant. L'avocat de mon mari s'est éclairci la gorge, me regardant, puis Mess avant de tourner son regard vers moi avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. L'ami de la famille qui m'avait toujours détesté s'est déplacé inconfortablement sur sa chaise. Les mains de Mess tremblaient alors qu'elle serrait son téléphone, ses yeux se déplaçant comme un animal acculé. « Tu penses que c'est fini ?» a-t-elle sifflé, se levant si vite que sa chaise a basculé derrière elle. Je me suis approchée, ma voix stable. « Non, ça ne fait que commencer. » Elle m'a fixé du regard, sa mâchoire travaillant, mais elle n'a pas trouvé les mots. Pour une fois, elle n'avait rien à retourner, rien derrière quoi se cacher. J'ai ramassé le dossier, rassemblant les pages lentement, soigneusement, m'assurant qu'elle voyait que j'étais en contrôle maintenant, que je n'avais plus peur d'elle. Alors que je sortais dans l'air mordant, le froid ne semblait plus une punition cette fois. Il se sentait comme la liberté, frais et pur, lavant la peur et les années où je les avais laissés décider qui j'étais autorisée à être. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais je ne l'ai pas vérifié immédiatement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le sol solide sous mes pieds, l'air dans mes poumons, l'esprit de respirer. Je savais que le combat n'était pas encore terminé. Mais j'étais prête. Alors que je poussais les portes du palais de justice, l'air froid du matin m'a frappé, vif et réel, manquant pour ce qui m'attendait. Une foule s'était formée, des journalistes se bousculant, des caméras flashant, des gens avec leur téléphone levé, diffusant chaque seconde de ma marche vers la lumière du jour. J'ai tenu le dossier contre ma poitrine, inspirant profondément, me rappelant pourquoi je devais continuer, pourquoi je ne pouvais pas les laisser me faire taire à nouveau. Les murmures sont devenus plus forts alors que je faisais un pas en avant. J'ai saisi des fragments. Est-ce qu'elle? Elle est vivante. Que se passe-t-il? Mes mains ont tremblé une seconde avant que je ne les serre, stabilisant ma respiration. C'était plus grand que moi maintenant. Il s'agissait de chaque personne qui avait déjà été mise de côté, à qui on avait dit qu'elle n'était rien, qui avait été forcée de sourire pendant que des gens comme Mess et Rowan volaient tout. Juste au moment où je commençais à trouver mon rythme, les téléphones autour de moi ont commencé à vibrer, des notifications illuminant les écrans, des visages se tournant les uns vers les autres avec confusion. Vera était à mes côtés, son téléphone à la main, ses yeux scannant les titres qui commençaient à affluer. « C'est Lenny », a-t-elle dit doucement. Ils essaient de le retourner. Mess avait agi vite. Des alertes d'actualité sont apparues montrant de faux documents avec ma signature contrefaite, affirmant que j'avais détourné de l'argent de l'entreprise vers des comptes privés. Les titres m'accusaient d'être instable, une fraude, une femme qui avait simulé sa propre mort pour couvrir ses crimes. Mon nom était tendance, mais pour toutes les mauvaises raisons. Pendant un battement de cœur, la peur que j'avais combattue si fort pour enterrer a grimpé à nouveau, froide et familière. La peur de ne pas être entendue, de tout perdre à nouveau, de les regarder prendre ce qui était à moi tout en souriant en ma face. J'ai regardé vers le bas, mon reflet vacillant dans une flaque à mes pieds, et j'ai vu la femme qu'ils avaient essayé de me rendre brisée, silencieuse, facile à effacer. « Es-tu prête ?» a chuchoté Vera à côté de moi. Je l'ai regardée, elle, les gens qui attendaient, les caméras qui filmaient toujours. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le serrant si fort que mes jointures brûlaient. « Oui », ai-je dit, levant la tête. « Je suis prête. » Nous nous sommes dirigés vers les marches,
la foule s'écartant alors que nous avancions. Vera a connecté mon téléphone à un petit projecteur portable que nous avions préparé, l'image scintillant sur le côté du mur du palais de justice. Les gens se sont retournés, les yeux écarquillés alors que la vidéo commençait à jouer. Il y avait Mess riant au-dessus d'un verre de vin, sa voix traînante alors qu'elle se penchait vers la caméra. Elle a toujours été un obstacle, a-t-elle dit, trinquant avec Rowan. Elle ne l'a jamais vu venir. Tout ce qu'il a fallu, c'est une poussée. De l'argent facile. Leur visage était clair. Les mots étaient sans équivoque. La vérité était mise à nu pour que tous puissent la voir. Un soupir collectif a parcouru la foule. Des téléphones ont été levés, capturant chaque seconde, diffusant en direct. Certaines personnes se sont couvert la bouche, d'autres ont crié incrédules, l'onde de réalisation se propageant comme une traînée de poudre. J'ai vu des gens regarder leurs écrans, puis moi, puis à nouveau la vidéo. Je pouvais les voir comprendre. Depuis le bord de la foule, j'ai vu les gens de Metz essayer de se frayer un chemin, criant pour que la vidéo soit retirée, pour que les gens arrêtent d'enregistrer. Mais il était trop tard. C'était déjà partout. Soudain, Metz était là, son visage rouge, ses yeux fous alors qu'elle se ruait sur moi, hurlant « Tu as tout ruiné !» Sa voix s'est brisée, crue de rage, son image soigneusement construite se brisant à chaque pas qu'elle faisait vers moi. La sécurité a agi vite, l'attirant en arrière alors qu'elle donnait des coups de pied et hurlait, ses menaces coupant l'air froid. « Je vais te détruire !» a-t-elle hurlé. « Tu penses avoir gagné ?» Je suis resté immobile, le chaos autour de moi ralentissant en un tunnel silencieux alors que je la regardais se débattre, son pouvoir lui glissant des mains. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de peur. Je me sentais simplement libre. Des voix ont commencé à scander mon nom, des gens applaudissant, certains tendant la main pour toucher mon épaule alors qu'ils passaient. Des larmes ont piqué mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici, pas maintenant. J'ai levé la tête, laissant la vérité s'installer autour de nous. L'air de Denver était vif et mordant, lavant le poids que j'avais porté trop longtemps. Alors que l'équipe de sécurité emmenait Mess, une journaliste s'est avancée, son microphone tremblant légèrement alors qu'elle appelait. « Sélénie, que vas-tu faire maintenant que la vérité est révélée ?» Je me suis arrêté, me retournant pour la regarder, puis les gens autour de nous, leurs visages remplis d'espoir, de curiosité, d'incrédulité. Un petit sourire fatigué a tiré sur mes lèvres. « Maintenant, ai-je dit, ma voix stable, claire, portant au-dessus de la foule. Je vis. » Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai ouvert les yeux sur le calme. La ligne d'horizon de la ville clignotait en retour à travers la fenêtre, la lumière matinale de Denver lavant les bâtiments d'une lueur douce et pardonnante. Je me suis assise lentement, les draps tirant l'air chaud avec eux, et j'ai enroulé mes mains autour du café que Vera avait laissé sur la table de nuit avant de partir pour sa réunion matinale. La vapeur s'est enroulée vers mon visage alors que je respirais, la laissant remplir les endroits en moi qui avaient été vides trop longtemps. J'ai laissé mon esprit dériver, le calme ponctué par le bourdonnement du chauffage. Je me suis souvenu du jour où Mess avait tenu ma main pour la première fois. Nous n'étions que des filles, debout au bord du divorce de nos parents. Mess serrant un gru en papier que j'avais plié pour elle, chuchotant « Ne me quitte pas !» Ce souvenir faisait mal d'une manière que rien d'autre ne pouvait, car c'était elle qui m'avait quitté la première, encore et encore jusqu'à la trahison finale qui avait failli me coûter la vie. La douleur ne venait pas seulement de la trahison. C'était l'écho d'une famille devenue étrangère, de l'amour transformé en arme. J'ai posé le café et pris mon téléphone, faisant défiler le flot de messages. Certains étaient haineux, me traitant de menteuse, disant que je méritais tout ce qui m'était arrivé. D'autres venaient d'inconnus qui partageaient leurs propres histoires de trahison, de se relever lorsque le monde voulait qu'ils restent à terre. J'ai supprimé les menaces, bloqué les numéros, et posé le téléphone de côté. Ma main a trouvé le dossier avec les derniers papiers que Vera avait préparés. J'ai signé chaque page, reprenant le contrôle total de mon entreprise, chaque coup de stylo comme un souffle d'air pur. Plus tard ce matin-là, Vera est revenue, ses cheveux tirés en un chignon bas, un sourire fatigué sur le visage alors qu'elle me tendait une autre tasse de café. Nous nous sommes assises dans sa petite cuisine, la ville vivante au-delà de la fenêtre, les voitures et les gens bougeant avec la promesse d'une autre journée. « Lui pardonneras-tu un jour ?» a demandé Vera doucement, ses yeux cherchant les miens alors qu'elle sirotait dans sa tasse. J'ai senti les larmes menacées mais je les ai retenues, ma gorge serrée alors que je secouais la tête. « Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être que le pardon n'est pas à propos d'elle. Peut-être qu'il s'agit de me permettre d'avancer. »
Vera s'est penchée, serrant ma main avant de la lâcher. Le silence entre nous était chaud, un doux rappel que je n'étais plus seule. Dans l'après-midi, je me suis rendue au centre communautaire que j'avais aidé à construire discrètement des années auparavant, un endroit pour les femmes qui recommençaient, se reconstruisaient après les tempêtes de leur vie. Je me suis déplacée parmi elles sans être remarquée, observant les rires, les conversations tranquilles, les petites victoires sur les papiers et les emplois trouvés, et les couleurs vives que portaient les enfants alors qu'ils jouaient dans le coin. Il semblait juste de se tenir là et de voir ces femmes se retrouver elles-mêmes à nouveau, morceau par morceau. Une petite fille, pas plus âgée que 6 ans, aux cheveux bouclés et aux grands yeux bruns, a tiré sur mon manteau. Elle a levé une grue en papier, ses ailes soigneusement pliées, les bords un peu inégaux. Pour l'espoir, a-t-elle dit timidement, la plaçant dans ma main avant de se précipiter vers sa mère. J'ai fermé les yeux un instant, le papier doux dans ma paume, me souvenant du jour où j'avais fait une grue pour Mess, lui disant le même mot, espoir. Le cercle n'était pas parfait, mais c'était suffisant. En marchant à travers la ville alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai senti chaque pas comme une promesse à moi-même. La confiance ne reviendrait peut-être jamais complètement, et certaines blessures prendraient plus de temps à guérir que d'autres. Mais j'étais vivante. J'étais libre, et j'étais assez forte pour continuer à avancer sans crainte d'être à nouveau réduite au silence. Je me suis arrêtée au bord tranquille d'un petit parc, sortant mon téléphone, tournant la caméra vers moi. Mon reflet m'a regardé en retour, plus âgé, plus sage, portant toujours les ombres de ce que j'avais survécu, mais avec une lumière dans les yeux qui avait été absente trop longtemps. Avez-vous déjà survécu à quelque chose comme cela? Ai-je demandé doucement, laissant mes mots s'installer dans le calme. Dites-moi votre histoire. J'ai lu chacune d'entre elles. J'ai terminé l'enregistrement, glissant le téléphone dans ma poche alors que je me tournais vers les lumières vives de la rue devant moi. L'air était froid, mais il était frais, et je l'ai laissé remplir mes poumons alors que je faisais un autre pas, puis un autre, chacun plus léger que le précédent. Et pour la première fois, je n'avais pas besoin de leur approbation pour me sentir vivante. J'étais assez bien comme je suis.